La parole. Merci Laurence, merci Julien pour l'invitation. Un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, on attaque tout de suite par la problématique. En essayant de coller à la thématique du séminaire général, je propose celle-ci pour aujourd'hui, donc les interfaces immanquent pardon, et infrastructure de l'IA, IA générative. Ça fait déjà beaucoup. Entre visible et invisible, induisent-elles de nouvelles croyances et mécanismes de contrôle? Vaste question. L'objectif de cette intervention, c'est de contribuer à refonder les infrastructures et imaginaires de l'IA générative sur la diversité des cultures, des esthétiques et des modes de production. Ça, c'est vraiment la question qui m'obsède depuis la parution de mon livre en 2023. On verra comment l'IA augmente les normes, les stéréotypes, réduit les imaginaires de façon globale. Et moi, j'essaie de poser la question inverse. Est-ce qu'on pourrait réorienter ces technologies vers de la pluralité? Loin d'être simple, mais je vous montrerai quelques exemples qui vont dans ce sens. Et donc, voilà, par rapport à mon champ d'expertise, donc je travaille dans une école d'art et design, et plus spécifiquement, je suis formé dans le champ du design. Donc, je m'appuierai sur ces deux champs, du coup, pour explorer d'autres rapports aux techniques et aux IA, du coup, que l'efficacité et la rentabilité. Alors, peut-être commençons tout de suite par un petit ancrage historique au niveau des interfaces qui nous amènent à l'IA générative et du coup, les promesses de l'ère post-smartphone. Voilà, vous le savez, on utilise tous les jours cet objet-là. Ça a tout avalé. On va prendre un petit peu de recul. De la ligne de commande de WYSIWYG. Alors, voilà l'exemple historique du premier ordinateur. Je vais peut-être réduire cette barre. C'est ici, voilà. Ce sera plus agréable pour vous. L'ENIAC, donc c'est un ordinateur analogique. Donc il fallait brancher et débrancher des tubes. Il n'y avait pas d'écran, voilà, donc pas de retour visuel directement. Et des gros tubes servaient à refroidir cette machine. Puis, euh, voilà, quelques dizaines d'années plus tard, là, on a un retour écran, mais enfin, semi-abstrait, disons, textuel, qu'on appelle la ligne de commande. Et pour que l'informatique émerge pour le grand public, il faut ce passage-là, qui est celui des interfaces graphiques, donc fin des années, début des années 1980, et un peu plus évidemment pour que ça se répande, vu que ça coûtait encore très cher, popularisé par Xerox, puis par Apple, qui a repris ce modèle-là. Et donc, on est encore aujourd'hui, grosso modo, dans ce modèle d'écran et de retour visuel. What you see is what you get. WYSIWYG, c'est ce que vous avez à droite. Donc, vous avez une adéquation entre ce que vous imprimez, ce qu'il y a à l'écran. Et quand vous faites une action, ça modifie directement ce que vous voyez. Et donc, on parle beaucoup du futur des interfaces avec l'IA. C'est ce que dit le chercheur Ty Grimm, soi-disant une nouvelle ère d'interaction se dessine, plus fluide et naturelle. Et moi, je conteste l'idée que ce soit nouveau, vu que ces promesses sont déjà en fait au cœur de ce que j'ai montré avant. Donc, les promesses sont celles-ci, donc transparence, liberté et naturalité, au cœur des interfaces du futur. Mais à vrai dire, les promesses, c'est déjà celles des, entre guillemets, des vieilles interfaces qu'on retrouve aussi dans la science-fiction. Donc, on va les prendre une par une. La première promesse, celle de transparence, c'est de dire que c'est mieux si c'est invisible. C'est ce qu'on a aussi beaucoup avec l'IA, où du coup, on n'a pas accès à toute la lourde machinerie qui permet aux IA de fonctionner. Donc, je montre un exemple d'interface transparente déjà ancien. Ce film de Spielberg, Minority Report, 2002, même si l'action dans le film se passe en 2054. Et du coup, en préfiguration, cette puce Neuralink, donc c'est des implants cérébraux où du coup vous pilotez l'ordinateur depuis votre cerveau et du coup, bah, littéralement, la machine est tellement entrée en vous qu'elle en devient invisible. Deuxième promesse, naturalité, que les interfaces naturelles sont plus simples à utiliser. Alors, je mets évidemment des guillemets parce qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est comme beaucoup de choses, c'est construit culturellement et c'est une promesse. Alors, on la retrouve hein, tout au long des interfaces. Et déjà en 2014, l'émergence des assistants vocaux, la voix comme accès aux machines et la voix comme supposée interface naturelle, même si le langage, ben, il n'a rien de naturel, on n'apprend pas, on n'entre pas dans la vie sur Terre en sachant parler. Voilà, on retrouve ça également dans les IA vocales, ChatGPT Voice, voilà, avec cette idée également de trouver une interface qui soit un peu utilisée. Si quelqu'un peut faire rentrer les personnes dans la salle d'attente, ça éviterait que ça clignote chez moi. Je ne sais pas si vous avez accès depuis vos postes au Zoom, mais sinon, tant pis. Troisième promesse, celle de liberté. Les interfaces nous libèrent des tâches ingrates et fatigantes. Donc ça, c'est toujours une promesse qui revient dans l'histoire des objets et de la technique, dans les arts domestiques, les frigos, tous les appareils, etc. En fait, quand on parle de liberté, c'est souvent qu'on relègue les tâches sur d'autres personnes plus précarisées ou minorisées.
Ici, voilà un extrait assez flagrant de ce point de vue-là, le film Iron Man 2 en 2010, où du coup le personnage principal a codé un espèce de super assistant qui gère sa maison. On sait bien que ça ne se passe jamais comme ça. Il faut toujours du labeur humain pour que ces robots fonctionnent, les maintenir, etc. Et du coup, ça s'est concrétisé avec Mark Zuckerberg qui a codé son propre Jervis en 2006 pour sa maison. Voilà, également ses promesses de face computing, de lunettes connectées, etc. Alors, du coup, tout ça concourt à masquer les infrastructures de pouvoir qui sont derrière. Et maintenant, on va pouvoir zoomer dans l'IA générative que je propose d'envisager comme système politique. Je ne pourrais pas rentrer dans chacun des biais et risques de l'IA, donc je les ai listés, sinon ça prendrait trop de temps, malheureusement. On va en voir juste quelques-uns ensemble, mais ils sont assez nombreux. Euh, donc, l'absence de sémantique, l'idée qu'on mythifie une technologie qui est quand même grosso modo de la statistique, un renforcement des inégalités, des stéréotypes et des discriminations, bien sûr des enjeux de censure, de vie privée, de surveillance, de désinformation, des problématiques liées aux droits d'auteur, la précarisation des professions et à l'écologie. Ça fait un paquet d'enjeux. Je ne vais pas pouvoir tous les passer en revue, mais dans les échanges, j'y reviendrai volontiers. Je montre juste voilà, un travail de Bloomberg sur la représentation de visages moyens, donc ces visages qui ont été superposés, générés par Llama, je crois, donc un modèle libre de droit, pour du coup comparer les visages obtenus aux professions les mieux payées aux États-Unis et les moins payées aux États-Unis, en montrant du coup les dynamiques de genre et de race qui résultent de la moyenne de ces visages. J'espère que c'est à peu près clair dans l'explication. Voilà, pour montrer que grosso modo, quand il est question de ménage, on est plutôt sur des femmes asiatiques et architectes des hommes blancs. Voilà. Peut-être plutôt aisé avec les lunettes, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà ce que ça donne quand on étudie de façon statistique ces programmes. Précarisation, le labeur humain est invisibilisé, effacé. Ce que le chercheur Antonio Casilli appelle les prolétaires du clic, donc ces personnes dans des pays du Sud global qui servent à améliorer les modèles et dicter les données qui servent à ces modèles pour fonctionner. Et puis la rhétorique de la guerre froide, qui aussi peut-être fait écran à des enjeux plus intéressants, plus importants, entre les États-Unis et la Chine d'un côté, même si en fait elle est assez factice, parce que si on prend par exemple les puces Nvidia, elles sont produites à Taïwan. Donc voilà, il y a beaucoup de liens entre les deux, évidemment, plus qu'une opposition, mais peut-être que chaque pays a intérêt à martialiser le discours pour exister politiquement et économiquement. Euh, voilà, face à ces enjeux, une critique des technologies s'est développée et je vais proposer de façon peut-être un peu provocante d'interroger la critique dominante des IA génératives. Voilà. Par ailleurs, cet ouvrage est vraiment brillant, donc je le recommande, Le Contre-Atlas de l'intelligence artificielle, ce qui est un peu étrange d'ailleurs, parce qu'en français c'est Contre-Atlas, en anglais c'est Atlas, mais passons, de Kate Crawford, qui du coup revient sur les coûts politiques, sociaux et environnementaux de ces technologies, donc une enquête tout à fait fascinante. Et dans le sillage de cet ouvrage, beaucoup d'autres ont été publiés ces dernières années, même ces derniers mois. Voilà, je vous ai fait une petite mosaïque de l'IA. Et en fait, c'est critique. Et on arrive un peu à un point de saturation où la plupart de ces livres se terminent par il faut tuer le capitalisme, mais comme personne ne sait comment faire, du coup, la critique tombe un peu à l'eau. Voilà, puis du coup, une certaine redondance, vous voyez même dans les titres, hein, Apocalypse Nerds, Technoféalisme, Technophémisme. Enfin, on a une sorte de prophète de l'IA, on a une sémantique vraiment très très proche. Et on peut se demander finalement à quoi ça sert d'en publier encore d'autres. Enfin, il me semble qu'on arrive vraiment à un effet de. Voilà. On a presque l'impression de livres générés paradoxalement, alors que c'est censé dénoncer ce phénomène. Voire même des exagérations. Ici, donc, un texte récent de Kate Crawford qui, du coup, voilà, résonne comme si l'IA pouvait d'un coup être projetée à une échelle beaucoup plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, on arrive à un point où la critique, pour exister, a intérêt à exagérer dramatiquement l'objet d'étude pour pouvoir se légitimer. Et donc, en faisant ce mouvement d'exagération, elle se disqualifie elle-même et surtout, elle est peu, voire pas tournée vers des propositions d'action concrètes, quoi, à part de dire aux autres d'interdire ou de dire aux autres de le faire. Voilà, exagération du coup des risques et du coup aussi un frein à l'action et peu, voire pas de place pour l'arrêt de design. Ça, c'est aussi un enjeu majeur. Dans cette critique, l'IA est vue comme, bah, évidemment, un risque pour les professions, l'écologie, tout ce que j'ai dit, mais il y a pas de place pour l'exploration de ces technologies en tant que médium
de création, et du coup, pas non plus de propositions implémentables, même à petite échelle. Euh, du point de vue du design, peut-être rappeler que historiquement, le design s'invente non pas comme suppôt du capitalisme, mais comme puissance de désorientation. Donc le design apparaît avec les premières révolutions industrielles comme du coup un peu un contre-mouvement à des produits de mauvaise qualité qui étaient produits par les usines à l'époque, et donc la nécessité de trouver des formes plus justes avec les machines contemporaines. Mais, du coup, voilà, plus d'un siècle plus tard, euh, avec du coup à l'époque, ici en 1995, l'émergence des logiciels de création, donc ce que j'ai montré avant sur le WYSIWYG, le designer John Maeda notait déjà à l'époque, qui a déjà 30 ans, nous sommes très proches du point où le designer moyen n'a plus rien à vendre qui vaille la peine d'être acheté. La question de la valeur était déjà posée à l'époque. C'est une question qui, évidemment, est centrale aujourd'hui avec les technologies génératives qui accélèrent cette prise de conscience. Malgré des promesses de créativité fabuleuses, à la fin, tout se réduit à des chatbots. Donc, on a des outils qui sont censés tout faire, mais en fait, c'est comme si la question d'interface n'était jamais posée, en fait. Comme s'il n'y avait pas de lien entre l'interface et ce qui était potentiellement possible par ces technologies. Et puis, du coup, une limitation des capacités d'action, avec, du coup, une domination de la statistique et des sciences de données sur, du coup, le design et un appauvrissement des interfaces et des interactions, et donc une limitation des capacités d'action. Euh, je vais passer cette synthèse, vu que je l'ai déjà dit. Et donc, face à ça, l'idée, ce serait de promouvoir un design des marges, de l'envisager au-delà de sa fonction initiale et de être contre. Ben, malheureusement, c'est pas vraiment possible parce que c'est pas applicable. Sinon, il faut me dire comment on peut interdire ces technologies à très grande échelle. Alors, j'ai lu récemment dans un manifeste d'écologie politique qu'on a, et c'est juste, hein, interdit des technologies dans le passé comme le clonage humain, mais le clonage humain, à ma connaissance, c'était pas répandu chez tout un chacun au quotidien. C'était une technologie qui était dans des laboratoires de pointe. Euh, voilà, si maintenant la plupart des personnes utilisent cette technologie, c'est beaucoup plus dur de revenir en arrière. Et surtout, on peut la réorienter en comprenant que tout ne doit pas être mis dans le même sac. Donc, la question que pose Grégory Chatonsky me semble plus juste, c'est plutôt quel IA, comment et avec qui, plutôt que pour ou contre, qui est d'ailleurs une question de recherche assez pauvre et d'ailleurs même pas vraiment une question de recherche pour ou contre. Euh, donc voilà, donc la question c'est est-ce qu'on peut réorienter l'IA générative pour en faire un levier d'émancipation plutôt que de l'envisager en bloc et de façon assez caricaturale, comme on le voit souvent, pas plus tard que avant-hier dans une tribune du Monde, comme une menace à contrer. Pour ça, je vais passer par plusieurs exemples. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Julien. Parfait. Donc, deux blocs. Le premier, c'est un projet qui m'occupe depuis une grosse année, qui s'appelle Fucking Tech, et qui traite des relations entre IA, robotique et sexualité. Et puis après, je montrerai d'autres exemples pris dans des démarches artistiques et de design. Donc voilà, je travaille sur ce projet avec le chercheur en design Sol Pandelakis, basé à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, auquel j'emprunte les slides d'une conférence qu'il a récemment donnée, avec du coup un avertissement pour les personnes dans la salle et qui nous suivent en ligne sur des images explicites qui peuvent être montrées juste après. Donc, c'est une recherche projet sur les robots et les sexualités, financée sur 3 ans par des fonds suisses, qui trouve son ancrage à la base dans des études d'imaginaire cinématographique plutôt, sur la place des femmes et des robots ou des robots-femmes dans un ensemble de fiction, plutôt série et cinéma, en 2016, et qui du coup s'est concrétisé entre-temps, partiellement, par une production maintenant industrielle et commerciale. Donc, pour étudier les enjeux qui vont derrière, on travaille sur les archives de la cybernétique, du cybersexe, donc depuis les années 90, au Centre Chalumeau à Genève. Vous trouverez l'ensemble du projet sur ce site-là, donc fuckingtech.ch. Et donc, la première année qui vient de se terminer a été marquée par 2 workshops et plusieurs collaborations et le développement d'un chatbot. Donc, l'idée, c'est de concevoir une relation alternative entre sexualité et technologie. On part de ça dans l'existant, c'est-à-dire des applications de dating virtuelles, où du coup vous parlez, vous rencontrez, vous échangez avec des entités, disons, de synthèse, voilà, des femmes, des jeunes femmes hyper sexualisées. Et du coup, on étudie la représentation des robots en cinéma, donc entre le toaster ou le cube et la femme anthropomorphe. Est-ce que d'autres choses seraient possibles en fait? Pour nous, il y a tout un spectre qui reste largement inexploré
avec du coup, et même encore la catégorie de gauche est très peu présente, mais on est vraiment majoritairement dans la catégorie droite, mais entre les deux, beaucoup de choses sont possibles. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'envisager l'IA non pas comme une petite copine, pour des raisons assez évidentes, mais d'aller ailleurs. Donc, de dessiner des interactions basées sur du temps limité. Quand vous échangez dans ces applications de rencontre, ben, le programme va vous répondre tout de suite, à n'importe quelle heure, alors qu'il y a une promesse de réalisme, mais en fait, personne dans la vie ne dort pas et vous répond tout le temps. Il y a aussi l'idée de customisation. Vous pouvez paramétrer n'importe quel détail physique, même les plus intimes, et aussi les personnalités. Donc pareil, bah, évidemment, on ne peut pas programmer entièrement une personne. Donc la promesse de réalisme, elle est également dans l'impasse. Donc nous aussi, on prend le contre-pied de cette customisation. L'idée de mettre des limites et de sortir du paradigme d'avoir des entités qui soient à votre service. Le paradigme du service, il est aussi largement à remettre en question dans ce contexte, mais plus largement dans les technologies. Donc, on a fait un premier test ou un premier workshop en une semaine à trois chercheurs, chercheuses, où du coup, on a testé voilà, ces services avec trois personas, un en recherche de sexualité, un autre en recherche de care, et le troisième, plutôt conversation, on va dire, plus quotidienne, pour étudier du coup les biais qui se posaient et positionner après une offre alternative possible. Et on a également, dans un deuxième workshop, généré des images avec des générateurs non censurés. Il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup, on s'est posé aussi des questions de représentation de corps et de pratiques minorisées. Je fais très vite sur les conclusions, je suis navré, mais je pourrais y revenir dans les questions. Et de là, on s'est demandé quel récit autre on pouvait inventer pour un chatbot. Donc, on s'est dit, bah, nous, on ne veut pas créer une entité qui imite une petite amie. Il y a aussi des petits amis au masculin, mais honnêtement, très peu en proportion. Donc, on a travaillé pour ça avec deux autrices de science-fiction qui ont eu pour double mission d'inventer des principes d'interaction ou de positionnement du programme qu'on allait créer, et d'autre part, bah, des univers imaginaires et des entités fictives, plus ou moins réalistes, avec lesquelles interagir. Et donc, ça donne ce chatbot qu'on a créé avant l'été 2025, Storytellurix, qui du coup est un narrateur avec lequel on interagit avec sept, je crois, sept entités au choix, mais qui ne sont pas des entités forcément humaines et qui ont chacune des personnalités ou en tout cas des principes d'interaction. Donc, ça peut être même un espace avec lequel on interagit, dont une durée limitée, au bout de 10 ou 20 minutes, je ne sais plus exactement, mais l'interaction se termine, se clôture et on revient à l'accueil du programme. Donc l'idée, c'est d'explorer des fantasmes et des imaginaires auxquels on n'est pas confronté habituellement. Donc d'aller vers des choses, grosso modo, qui ne nous ressemblent pas, voire qui peuvent peut-être même créer un certain malaise. On a aussi travaillé sur l'interface et les interactions. On ne voulait pas que ça ressemble à un chatbot traditionnel. On a également testé plein de modèles. C'était assez compliqué sur les tests techniques. Je ne vais pas avoir le temps de développer ça. On a documenté tous les essais, donc il y a eu beaucoup d'échecs, mais ça donnait aussi des choses très très drôles dans les échanges fournis. Donc on a publié des extraits dans le site web du projet. Et puis voilà, donc ça donne ce chatbot et il est encore assez rudimentaire, on va le faire évoluer, mais il a deux caractéristiques que n'ont pas les interfaces comme ChatGPT. La première, c'est qu'il rend visible l'interprétation du prompt du point de vue de la machine. Donc quand vous tapez une requête dans la barre de chat en bas, vous avez accès à la transformation de ce que vous mettez en une instruction pour la machine. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est habituellement masqué, ben, même tout le temps, à vrai dire, hein, quand vous interprétez, quand vous travaillez avec ChatGPT, par exemple. Et c'est pour ça que des fois, vous avez des réponses qui ne correspondent pas à ce que vous voulez, parce que du coup, dans l'interprétation côté machine, ou dans l'exécution plutôt, quelque chose se passe que vous ne voyez pas. Et la deuxième caractéristique, c'est les trois petites boîtes en bas qui sont en fait des réponses préconçues. Donc, on peut cliquer sur une des trois boîtes ou n'en choisir aucune et taper une réponse en dessous. Donc, on voulait aussi que c'est une interaction qui puisse être à plusieurs vitesses. Et puis, les fins scriptées, ça, je l'ai déjà dit. Et on donne également le choix entre deux modèles. On a pris un modèle libre de droit, Hermès, et un modèle propriétaire qui est Gemini de Google. On voulait aussi comparer libre de droit et propriétaire là-dessus. Donc, on est en train de. Et oui, et pardon, et dernière caractéristique, chaque entité a sa propre interface graphique également. Voilà, il y a évidemment une cohérence visuelle. On améliorera tout ça plus tard, mais en tout cas, on s'est aussi posé la question de. Voilà, on discute avec des personnes différentes, enfin, ou des entités différentes. Comment personnaliser tout ça? On est en train de faire des tests d'usage avec l'idée de faire évoluer le projet ces 2 prochaines années. Et même peut-être d'aller vers aussi de l'installation. Suite à ce projet Fucking Tech, donc je vais montrer d'autres exemples en arrêt design sous le concept d'IA situé, un terme voilà, qui a été popularisé par, et peut-être
peut-être même créé, je m'avance un peu, en tout cas dans ce sens-là, par la chercheuse Donna Haraway, dès 1988, dans son texte du même titre, hein, Savoir situer. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des IA qui soient du coup localement repérables. Ce qui se rapproche aussi de démarches liées au low-tech numérique, qui du coup intègrent des notions territoriales, écologiques, etc. Alors, je vais montrer plusieurs voies possibles là-dedans. Tout d'abord, on peut co-construire des modèles de données. On n'est pas forcément dépendant des grands groupes technologiques, même si, évidemment, ce seront des modèles qui n'auront pas du tout la même taille et les mêmes usages. Donc ici, voilà ce travail que je trouve intéressant d'un réseau féministe qui, du coup, du Sud global, qui, du coup, se pose la question de qu'est-ce qui se passerait si les modèles étaient créés par ces personnes et non pas avec ces personnes, disons, côté consommation, pour le dire rapidement, qui décident qui a le droit de construire et à quelles conditions. Du coup, voilà comment amener des perspectives variées, des vocabulaires différents dans ces modèles. Le deuxième aspect, c'est diversifier nos points de vue. Alors, je pense que Fucking Tech le fait, mais je vous montre un autre exemple qui est assez proche, je pense, dans l'intention du collectif AI Design, qui s'est demandé en 2024 qu'est-ce que ce serait de prototyper des interfaces avec un point de vue féministe, comment ça pourrait du coup reformer nos capacités d'action collective et individuelle. Donc ici, voilà un principe d'interaction que je trouve intéressant qui pourrait du coup enfin, on pourrait régler du coup la cohérence de la réponse entre la pertinence et des choses plus aléatoires. On pourrait imaginer que ce soit aussi des filtres politiques qui nous amènent sur d'autres opinions que les nôtres. Et puis voilà aussi l'idée de la bulle de filtre qui pourrait aussi être contrecarrée de façon algorithmique avec des messages d'alerte. Donc c'est des principes qui ne sont pas implémentés en termes, disons, d'usage, mais qui nécessiteraient du coup d'être testés pour voir jusqu'où c'est possible et intéressant. Donc là, c'est juste deux exemples, mais parmi une galaxie d'interfaces potentielles que je trouve assez intéressantes. Autre piste, celle de la spatialité, cette fois tangible. On parle d'espace latent quand on parle d'IA générative, donc c'est l'espace vectoriel dans lequel toutes les images et données sont avalées et vectorisées, disons rendues abstraites. Et du coup, voilà, ce travail qui m'intéresse de l'artiste Grégory Chatonsky qui s'est posé la question dans la ville du Havre qui a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, de qu'est-ce que ce serait, quelle serait cette ville si elle n'avait pas été détruite à l'époque. Et donc, il a travaillé sur les archives municipales, donc situées. Et après, il a situé les productions, littéralement, dans la ville, en situation. Et du coup, l'œuvre d'art résulte de la coexistence de l'image générée avec l'espace physique, qui est un déplacement assez simple, mais qu'on voit finalement assez peu souvent dans les productions en IA générative. De se poser la question de la spatialité et de la matérialisation. Et ce qui met bien en avant que l'idée qu'une œuvre d'art n'est pas une image d'une œuvre d'art, il faut tout un tas d'autres choses pour que ça existe comme œuvre d'art. L'empreinte écologique, alors, ça nécessiterait une séance entière, donc je suis navré de faire si vite sur ce sujet important. Mais voilà, donc quelques chiffres soi-disant, une amende coûterait l'équivalent de 640 requêtes ChatGPT, sans doute textuelles, j'imagine, c'est pas précisé ici. Mais voilà, donc ça ne veut pas dire que les IA ne consomment pas, mais il y a aussi beaucoup d'exagération derrière, et tous les modèles d'IA ne consomment pas de la même manière. Si on prend des modèles comme Llama qui tournent sur vos machines personnelles, c'est 50 fois moins que ChatGPT. Donc, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'intox, d'exagération sur l'écologie qui nous amène. C'est un sujet très important, mais on a besoin de choses plus précises plutôt que de dire l'IA en général et l'écologie. C'est pas quelque chose qui est juste parce qu'il y a des dizaines d'IA différentes, de pratiques, etc. Donc, faut un petit peu de nuance. Ici, un travail de calcul d'empreinte personnelle. Donc, cette personne a calculé que ChatGPT, sur un an d'usage, donc voilà, c'est un an d'usage, c'est-à-dire une fois que le modèle est formé. Beaucoup de consommation se passe dans la formation du modèle, comme pour les voitures, hein. Ça consomme plus à produire qu'à utiliser. Et donc, ça représente l'équivalent de 3 entrecôtes, semble-t-il, pour vous donner un facteur de quantité, un an d'usage de ChatGPT. Voilà, donc il y a quand même des tentatives pour matérialiser ces empreintes. Ici, un travail des designers Oyo, qui du coup, avec un objet tangible qui sert à générer des choses, relié à une application à son téléphone, donne en temps réel les facteurs d'impact de ce qui est produit. Et puis des artistes se posent également cette question. Ici, donc un travail récent et en cours, The Feral, qui prend place dans une forêt. Et du coup, les technologies sont alimentées par l'énergie solaire et aussi créée au sein de la forêt. Donc c'est une IA pensée pour un territoire précis qui ne peut exister que dans ce territoire précis.
Donc également, voilà, je suis conscient que c'est des exemples minoritaires, très petits à l'échelle des puissances à l'œuvre, mais malgré tout, ça nécessite quand même d'être dit et montré en contrepoint à des tribunes caricaturales telles que je les lis dans la presse ces derniers mois. Et dernière piste de travail, celle de produire ses propres environnements. Donc, on revient sur la question des interfaces avec un point de vue que je trouve intéressant du designer Étienne Mineur qui dit que, voilà, que quand on passe du temps avec ces technologies, on peut dénormaliser nos pratiques plutôt que, alors qu'on a tendance à penser que l'IA les normalise. Et donc lui-même, là, c'est tout récent, il a mis en ligne cette semaine un flux de travail qui, du coup, lui permet de combiner plusieurs modèles de données et de code génératif pour ses propres besoins. Et donc, voilà, ce serait, semble-t-il, une échappée possible à la domination des grands groupes comme Adobe, qui dominent le marché depuis quelques dizaines d'années. Et donc, l'IA permet, du coup, une simplification drastique de la complexité pour créer ses propres logiciels, qui peut être tout à fait intéressante dans des contextes de création. Voilà, pour créer des jeux de trame, de retouches, de récits, de spatialité ou autre. Enfin, tout est combinable, y compris avec ses propres données qu'on peut injecter dans une étape du protocole. Je vais passer cet exemple et aller à la conclusion. Donc, réponse à la problématique, est-ce que l'IA générative induit de nouvelles croyances et mécanismes de contrôle? Première sous-réponse, non. Il y a des choses qui sont plus anciennes que ça. Donc, on a vu que l'IA générative, les promesses s'ancrent dans une histoire beaucoup plus longue des interfaces humain-machine. On a toujours ce paradigme de la rentabilité et de l'efficacité, qu'on avait déjà bien longtemps. Le poids des stéréotypes et des normes, on n'a pas attendu l'IA non plus, hein, bien sûr, pour qu'il y ait des normes dans la société, même si ça les amplifie. Et l'effacement du labeur humain matériel, pareil, même dès les tout premiers ordinateurs comme l'ENIAC, il y a déjà un effacement du labeur humain, en l'occurrence à l'époque féminin, qui s'opère. Mais il y a quand même des choses qui diffèrent de ce qui s'est passé avant. Donc oui, ça induit des nouveaux mécanismes de contrôle. Tout d'abord, on est dans un peu une contradiction ou une jonction entre un monde déterministe, donc celui du logiciel traditionnel, on écrit les règles, la machine les exécute, et un monde non déterministe, on ne peut pas calculer, on ne peut pas savoir exactement comment la machine arrive au résultat avec l'IA, parce que c'est la machine elle-même qui écrit le programme qui permet d'arriver au résultat. Donc c'est un monde non déterministe, et on est dans cette jonction qui rend la lecture assez compliquée, mais aussi passionnante de la situation actuelle. On a une atteinte à des capacités cognitives et sociales que peut-être on n'avait pas avant. Quand on touche quand même aux relations sentimentales, voire sexuelles, il y a quand même quelque chose qui se passe qui n'existait pas avant, en tout cas à cette échelle, en tout cas de plus intime dans ce qui nous arrive. La critique de l'IA également, je la trouve assez nouvelle dans sa construction et dans son exagération. Et puis, quand même, l'effet d'échelle, on ne peut pas le négliger. L'idée que ces technologies sont déjà largement diffusées change également forcément l'analyse. Sur l'IA située, donc, comme on l'a vu, évidemment, je ne conteste pas que l'IA renforce les normes dominantes, mais c'est selon moi pas une fatalité. En tout cas, il faut œuvrer à ce que ce ne soit pas une fatalité. Et l'idée d'abandon, de dire juste on interdit comme c'est pas applicable, va exagérer cette direction dominante, malheureusement. Donc voilà, il me semble important qu'on puisse situer spatialement, politiquement et matériellement ces technologies et de diversifier les interfaces. Ça me semble également urgent dans les analyses de se poser la question de la prédominance du chatbot. Cette espèce de résurgence de la vieille ligne de commande me semble être également peut-être une impasse, en tout cas quelque chose à interroger. Et une ouverture avant de conclure définitivement, les liens entre diversité créative et modèle d'affaires, ça c'est quelque chose de central. En fait, si on veut pluraliser les IA, il faudra également pluraliser les modèles d'affaires. On voit qu'on est dans une mutation des chaînes de valeur, dans la musique notamment, mais pas seulement. Ou en tout cas, on arrive dans une situation très complexe. Également un essoufflement des droits d'auteur qui vont toujours exister, mais qui sont contestés, voire peut-être même plus applicables dans certains cas. Et donc voilà, je propose quelques pistes. Il faudra également développer, mais l'idée d'IA comme bien commun, le revenu universel. Il y a plein d'implémentations du revenu universel, mais ça peut être également une piste. Le financement par les communautés, et puis dans une approche peut-être plus techno-solutionniste, mais peut-être pas écarter quand même totalement la redistribution via blockchain, où on peut tracer des flux de rémunération et de partage de la valeur de façon à peu près auditable. Donc voilà, donc dernière slide.
importance de déconstruire les promesses des interfaces qui masquent des dynamiques de pouvoir. Il y a également l'idée d'accepter, c'est dur hein, au niveau de l'ego, mais d'accepter positivement que les choses nous échappent. Je vois souvent, il faut garder la main, etc. Mais en fait, c'est pas forcément positif de garder la main. On peut aussi se réjouir que les choses ben, nous échappent en partie. Donc, comment penser positivement l'idée d'un design, voire d'un art approximatif, c'est assez complexe. Et puis, l'idée de situer, de situation, je l'ai déjà pas mal développée. Donc, voilà, c'est tout pour ma conclusion et je vous ai mis quelques ressources pour finir, site web, newsletter et quelques ouvrages de référence pour poser ces questions. J'espère avoir pas trop débordé et je vous remercie pour votre attention. Une question pratique, puisque tu proposes beaucoup de ressources, ça serait bien de nous envoyer enfin, au moins les slides avec. Moi, Julien a déjà le lien, je pense, pour aller faire suivre sans souci. Tout est partageable, il n'y a aucun souci. Non, tout ce que je fais est libre de droit. C'est une éthique de la recherche que je me suis fixée il y a déjà bien longtemps. Tout ce que je fais est partageable sans restriction. Vous parlez de quelle question déjà dans la salle? Oui. J'en ai deux. Une sur les imaginaires et l'autre sur la messagerie. Alors, vous sembliez dire, mais vous me confirmez, qu'on pouvait s'attendre, ou en tout cas, certains argumentaient dans le sens d'une réduction des imaginaires. Mhm. D'abord, est-ce que c'est votre conviction ou est-ce que vous n'avez fait là que relayer ce qui se disait? Euh, oui, je pense que comme la direction dominante va dans ce sens-là. Imaginaire, mais aussi la façon dont l'esthétique nous atteint, même dans un sens inconscient. Par exemple, quand vous avez je discutais hier avec mon grand frère, bref, qui est illustrateur de formation. Il disait qu'il avait vu passer une image de tir à l'arc, où du coup la main était mal placée par rapport à la corde. Et donc peut-être que beaucoup de gens vont pas saisir la nuance dans cette image, mais de fait, petit à petit, il y a quand même un appauvrissement des représentations en termes de réalisme, mais pas seulement, même de diversification. Et donc ça, quand même, quand petit à petit le langage se réduit, ça, c'est quand même, on peut le prouver statistiquement. Il y a des études qui montrent que d'année en année, le nombre de mots moyens qu'un Français, qu'une Française connaît décroît. Donc, quelle corrélation on peut faire avec les IA? Ça, c'est une question plus complexe. Mais on est quand même dans cette tendance, un appauvrissement du langage, qu'il soit verbal, et je pense qu'on peut assez facilement soutenir qu'il en est de même pour le langage visuel. Voilà. Peut-être une question pour moi que j'ai mal comprise. Je pensais que au total, humain plus machine, l'imagination s'appauvrissait. Et là, vous répondez, non, côté humain, elle risque de s'appauvrir, mais vous n'avez pas englobé le couple. Mhm. Et quand vous englobez le couple, elle s'agrandit ou elle diminue? Bah, tout dépend de ce qu'il y a dans le plus. Tout dépend quel est le plus entre humain plus machine. Est-ce que c'est un rapport de consommation ou un rapport d'exploration? Bah là, oui, là, bien sûr, ça s'enrichit. Non, ça évidemment, c'est ce que je plaide. Je plaide pour cette direction-là. Mais il faut quand même être sincère. La direction dominante n'est pas celle d'une exploration. Donc, on peut, voilà. L'idée, c'est comment on peut faire levier. C'est très compliqué. Mais pour bien des gens, on va grosso modo, c'est comme aller à la salle de sport et soulever un poids avec une grue. Donc votre poids va être soulevé, vous n'aurez fait aucun effort, vous n'aurez rien appris, mais vous serez arrivé au résultat. Mais du coup, il n'y aura aucun cheminement et du coup aucun apprentissage derrière. Donc voilà, tout dépend ce qu'on met dans le plus. Une deuxième question sur la messagerie. C'est un peu provocatrice, mais quid d'une messagerie qui ne mène pas à un moment donné un rapport physique? Mhm, euh, Je ne sais plus quel est l'auteur de cette phrase, mais en un mot, pour conclure, il faut se voir de près. mhm, Bon, donc là, je suis sûr que le dialogue est une richesse potentielle extraordinaire. Je ne suis pas un spécialiste de messagerie, mais je peux imaginer que ça doit être assez impressionnant. Mais quel est l'avenir d'une messagerie qui ne débouche pas sur une rencontre? Bah, tout dépend ce qu'on entend par la rencontre. Mais voilà. Enfin, je pense qu'il y a quand même la rencontre d'un imaginaire et d'exploration de fantasmes. Et après, en fait, je ne pense pas qu'il faille opposer les deux. C'est pas parce que vous explorez des fantasmes avec un chatbot que du coup, ça invalide l'idée de rencontre avec d'autres personnes. Ça peut même être, et nous, on plaide pour des usages qui ne soient pas l'idée du remplacement dans notre projet. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, en couple, explorer des fantasmes avec un chatbot, plutôt que de se dire, c'est forcément des applications pour des incels, donc des jeunes hommes célibataires, dangereux potentiellement, etc. Donc nous, on veut prendre ce contre-pied, l'idée que ça puisse être inséré dans des relations sociales. Donc peut-être qu'on retrouve votre question précédente avec le plus, du coup, l'exploration.
au langage. Ben, ouais, ça, je sais pas, je suis pas spécialiste des imaginaires, mais peut-être que si on connaît moins de mots, l'imaginaire se réduit, non? Ben, on a moins de nuances, moins de complexité dans la pensée. Alors ça, il faudrait demander à des psychanalystes. C'est une question qui est peut-être trop pointue pour moi, mais je ne sais pas si l'inconscient est structuré comme un langage et que le langage se réduit. Je pense qu'il y a comme un lien entre les deux. Mhm. Mais voilà, j'ai pas. Faudrait que je pose la question, mais. Hmm. Mais si vous admettez qu'on ne peut pas penser sans langage, première hypothèse, et que le langage s'appauvrit, on est bien obligé de suivre le raisonnement. Ah, je me suis bougée. Non. Est-ce que vous pensez qu'on puisse penser sans langage? Bien sûr. Eh ben voilà, à ce moment-là, la question est ouverte. Sans langage, ça dépend ce que vous appelez langage, en fait. Eh ben, Verbal, disons. vous n'apprenez aucun langage à quelqu'un. Est-ce que vous pensez qu'il est susceptible d'un niveau de richesse identique à celui qui a été éduqué avec un langage? Identique, ça sera différent. Et puis c'est comme là, moi je trouve qu'il y a un débat vraiment important sur est-ce que quand on agrège donc l'IA, là on parle de création, Mhm. là, un individu, est-ce que ça va nécessairement, on va nécessairement vers une création augmentée? Là, j'en suis pas. Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas avoir défendu ça, hein. Mais non, ça dépend du type de relation qu'on met avec. C'est Ben, pas- c'est des questions qui demandent à être investiguées, justement. oui, bah, comme, bah, il faut un cheminement, il faut une démarche, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui vient immédiatement. On n'est pas dans un rapport de certain, disons, ou d'efficacité. Mais il se trouve que c'est le sujet de mémoire que je développe avec mon fils. Donc, je voudrais faire écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. Un langage, un LLM, il se forme sur un corpus, mettons, 1 million de lignes. Bien. C'est comme si on façonnait un esprit qui avait lu ce million de lignes. Bien. Sa mémoire n'est pas une mémoire au sens stockage, mais une mémoire au sens statistique, c'est-à-dire qu'il a retenu l'ensemble des patterns qu'il a pu identifier dans ce corpus. Il est donc non seulement susceptible de ressortir ce que ce corpus euh, euh, générait, mais en plus sortir ce que potentiellement cet esprit façonné par ce corpus pourrait sortir en plus. Donc, par définition, enfin, sauf si quelqu'un, en tout cas, je suis prêt à approfondir un petit peu, on est forcément, si on regarde que la machine, dans un espace imaginaire encore supérieur au corpus qui a été étudié. Alors, si vous y ajoutez la personne qui prompte et qui s'associe à ce LLM, on ne peut, au total, et c'est pour ça que vous avez été nuancé, vous avez dit au total, on peut augmenter, ça ne veut pas dire que l'homme, il ne s'appauvrit pas, lui. Ça, c'est tout à fait possible. Mais au total, je ne vois pas comment, mathématiquement parlant, on risque de on n'est pas dans une augmentation de l'imaginaire. Est-ce que vous êtes dans deux entités qui sont structurellement différentes? Vous voulez dire l'homme et la machine? Bien sûr. Oui, alors? Et alors, vous ne pouvez pas tirer de conclusion d'entités qui sont différentes. Et alors, les mathématiques, si vous n'avez pas deux entités semblables, ça va pas marcher, hein. Pourquoi En fait, c'est une il y a des grande choses. discussion, hein. Oui, on débat un peu sur la philosophie, mais Oui, un petit peu. il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sur un antagonisme. Et donc des contraires qui s'opposent et en s'opposant donnent une dynamique. Donc, je réponds à votre question directement. Des choses très différentes en se combinant peuvent donner quelque chose de très riche. Ou pas. Ou pas. Ça, je vous suis là-dessus. J'ai envie de peut-être rebondir là-dessus en disant, d'un point de vue peut-être plus mathématique, de mon point de vue, un modèle d'intelligence artificielle est très. Les modèles sont très forts pour interpoler entre les données qu'ils ont utilisées. Ils sont pas très forts pour extrapoler au-delà de ce qu'ils ont déjà vu. Et donc, effectivement, le modèle peut être plus riche dans le sens où il est capable d'interpoler entre les choses qui maintenant, est-ce que les personnes ne seraient pas capables de faire. Par contre,
il n'aurait peut-être pas cette créativité pour dire, ah ben, je vais créer un nouveau point de données qui est complètement en dehors de ce qui a déjà été vu auparavant. Complètement dehors. Si je peux rebondir, en fait, il ne faut pas non plus anthropomorphiser les technologies. C'est pas le modèle qui est créatif, c'est la relation entre le modèle et l'humain qui est créative ou pas. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. C'est pas, quand on dit le film a été fait par Ignace, ça veut rien dire. C'est des personnes ont programmé ou fait quelque chose avec un modèle pour obtenir quelque chose. Donc, je pense qu'il y a aussi le danger de l'anthropomorphisme qui est patent dans ces discussions, quoi. Des créateurs. D'une nouveauté qui va être une interpolation entre ce qui existait déjà. Et le prompt n'est qu'une modalité possible d'interfaçage avec l'IA aussi, hein. Peut-être je le promets parce que c'est moi que je vais Imaginez quelqu'un qui aurait dû question, que tu as à sa disposition toute la littérature, la langue, les canons, spécialiste historique, bien, dans toutes les langues, parfait. Qu'il ait une mémoire qui soit hypermnésique. Bien. Vous façonnez un esprit. Bien. Cet esprit est capable de créer avec ce qu'il a appris. Il n'est pas seulement susceptible de ressentir ce qu'il a vu. Alors, il ne doit pas tout créer avec ce qu'il a vu, parce que vous avez raison, les schémas statistiques limitent quand même domaines dans lesquels on ne peut pas atteindre les points de l'espace. C'est possible. Mais tout de même, on stretch par cet esprit façonné le corpus. Il a nous. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas à quel point ça va permettre de créer un nouveau courant littéraire complètement. Voilà. Donc, mais sans le fond, je rejoins sans le corps de l'humain qui va permettre de naviguer dans cet hyperespace. La créativité, la difficile. Peut-être qu'il faut laisser la parole à Mathieu. On parle de la même chose, on parle de choses qui sont hétérogènes. On ne peut absolument pas arriver à une conclusion. Alors moi, je m'inscris en faux contre l'idée du remplacement, hein, dans mes travaux. Donc, voilà. Mais on ne peut pas remplacer dans le Ok, alors, à moins qu'il y ait encore des interventions, des... on a encore 5 minutes pour discuter. OK. Ouais, on peut encore. 7 minutes, exactement. Non, juste voilà, dire que le prompt n'est pas l'alpha et l'oméga de l'interaction avec un modèle statistique, hein. C'est une modalité possible parmi d'autres. Donc, aussi, on confond souvent prompt et IA, mais non, en fait, il y a bien d'autres façons de faire. On peut, sur des images, faire du blending. Donc, on prend des images et puis on les mélange. C'est une façon assez simple d'interagir avec une machine et qui passe pas par du prompt. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ça, mais il faut aussi œuvrer à diversifier les façons dont on interagit avec. Oui. Sur la gestion de la créativité, je reviens sur ce dont on avait dit il y a une seconde. Mais qu'est-ce que c'est au-dessus la différence fondamentale avec, par exemple, quelqu'un qui travaillerait avec Wikipédia ouvert à côté, quoi, ou qui pourra accéder aux choses. Est-ce qu'on est plutôt, j'allais dire, je ne sais pas si on peut mesurer la créativité, si on peut dire qu'on est plus ou moins créatif, mais est-ce qu'on est plutôt plus créatif quand on a un LLM qui s'en va tout mixer et les rendre directement, ou c'est quelqu'un qui avait, on va dire, un truc avec la simplicité d'écrivain et qui a une nouvelle bibliothèque avec plein de références avec les fichiers, c'est intéressant. Je ne sais pas si on peut répondre de l'absolu à cette question. Je pense que c'est impossible, hein. On ne peut pas. Je pense qu'il faut montrer des résultats, puis on pourra en discuter. Mais la créativité, pour moi, c'est l'affaire de réception. C'est ce qu'il y a un public qui reçoit ce qui est produit comme étant créatif. Est-ce qu'il y a une légitimité sociale, un consensus social qui dit, voilà, ceci est acceptable comme démarche créative ou artistique, et reconnu, exposable, diffusable, etc., voire commercialisable. Mais je peux pas répondre à des questions dans l'absolu, je pense pas. Je pense en partie, ouais. C'est quand y a-t-il art, quoi. Mais est-ce que, du coup, la différence fondamentale entre quelqu'un qui travaille avec une IA et quelqu'un qui travaillerait avec Wikipédia ouvert, elle se passerait... Bah, l'IA contient bien d'autres choses que Wikipédia, Oui, en général. Internet, Ouais, ouais. Je sais pas. Ouais, non, elle est complexe. Mais déjà, je pense dans l'interface, on n'est pas dans le même rapport. On n'est pas dans le même rapport du tout entre consulter et lire des pages web et interroger un chatbot déjà. Donc, voilà, on peut pas faire comme si l'interface était neutre dans l'écriture, quoi. Quand vous écrivez dans Word, c'est pas pareil qu'écrire sur papier. Nécessairement, il y a des déterminismes à l'œuvre qu'on peut contester et contrecarrer, mais ils existent quand même. Justement, enfin, peut-être juste pour terminer, mais ça rejoint ces questions-là, c'est tu as travaillé beaucoup sur l'interface justement et sur la présentation et sur
la désopacification, on va dire, des phénomènes. Là, justement, quand tu me poses la question sur quelle est la différence entre utiliser une IA et utiliser Wikipédia, on va pouvoir documenter la totalité des actions qu'on va faire pour accéder à la connaissance. Et derrière Wikipédia, on peut aller accéder à la totalité de l'historique de chaque page, d'une certaine manière. Donc en fait, on peut désopacifier d'une certaine manière le savoir, alors que quand on utilise un chatbot comme voilà, OpenAI ou autre, on n'a pas accès à toutes les, au niveau de l'interface, à justement la manière dont le prompt va être retraité, à l'entraînement qui a été fait, à tous les post-traitements qui font qu'on se retrouve avec un outil qui va pouvoir guider ou orienter la réponse dans une direction ou pas. Et là, enfin, ma question, c'était sur est-ce que l'outil que tu as pensé, c'était aussi une réponse à ça, c'est-à-dire qui permettent aux gens de guider différemment. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Bon, je pense qu'on est encore au tout début de ces recherches-là, donc c'est encore rudimentaire, mais c'est aussi l'exemple des 10 mineurs que je montre ici. C'est comment on peut rendre visibles les étapes et pouvoir intervenir à chaque étape du processus. Donc, c'est pas je prompte, j'ai un résultat, c'est fini. Ça, c'est vraiment un degré basique. Mais en fait, il y a bien d'autres démarches possibles si on pense les choses en termes de protocole, d'étapes documentables. Et peut-être que l'IA n'intervient qu'à une étape de la chose. Wikipédia, par exemple, on va pouvoir documenter, sourcer en fait tout le processus. Ben, non, parce que déjà, un, on ne le fait pas. Et deux, tout ce qui est associatif qui se passe justement dans un acte créatif, ah ben, il nous échappe. Tu veux dire. Tu sais, quand tu as un artiste, par exemple, qui crée, enfin, tu lis n'importe quoi, même toi, quand tu écris à partir de toute production humaine, toute la dimension associative, on n'y a pas accès. On travaille, enfin, on fait avec un certain nombre de références qu'on a déjà intégrées à des degrés divers et d'environnements plus ou moins proches, à la fois dans le temps, dans l'espace, et on n'y accède pas. Donc, on est déjà de toute façon dans une indétermination. Et ce que je voulais te dire, il me semble aussi, c'est que dans tes interfaces, euh, c'est intéressant, tu vois, tu veux guider autrement, mais finalement, on peut aussi se demander, se poser la question, est-ce que c'est pas une nouvelle forme de contrôle? Tu veux aussi reprendre le contrôle sur... euh, Ouais, je dirais plutôt de mise à nu, quoi. Plutôt de révéler des paramètres qui sont pas montrés. Après, évidemment, on fait des choix. On ne peut pas montrer tous les paramètres, donc il y a des choix à faire. Mais au moins, ces choix peuvent être documentés. On n'est pas face à quelque chose qui est imposé, quoi. C'est peut-être ça la différence, c'est que c'est négociable. C'est-à-dire que ce qui est, bah, avec qui, si c'est des modèles ouverts, avec n'importe qui a des connaissances techniques pour les modifier. Oui, voilà, bah, bien sûr. Mais bon, comme beaucoup de choses dans la vie. Malheureusement, sans connaissance préalable, il y a plein de domaines qui nous échappent, quoi. Ça peut être par exemple des mathématiques, de l'art contemporain ou plein d'autres choses. Donc, voilà. Après, il y a peut-être des façons de simplifier l'accès à ces paramètres et à leurs modifications, mais au moins ils sont discutables et négociables et documentables. Ça fait comme une grosse différence par rapport aux boîtes noires propriétaires. Finalement, pas des questions qu'on se pose déjà sur le monde qu'on connaissait avant tout ça. Tu le regrettes, dis-le, tu le regrettes. Ballon d'or. Ça, un petit peu. Je pense par contre qu'il faut aller au monde Ouais. après. Dans la prochaine communication. Non, pas lui, regarde. Déjà, c'est Donc, merci encore. Je vais maintenant